Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Un soutien de poids pour Emmanuel Macron. L'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, a annoncé son ralliement. D'autres personnalités du Parti socialiste pourraient suivre, peu convaincus par la campagne de Benoît Hamon. On en parle dans cette édition. François Fillon dénonce une opération de déstabilisation politique. Le candidat de la droite à la présidentielle a réagi ce matin sur les chaînes parlementaires aux révélations du canard enchaîné, selon qui il a obtenu un prêt non déclaré de 50 000 €. Vous l'entendrez dans un instant. François Fillon qui participait comme d'autres candidats à un grand oral de l'Assemblée des départements de France. Quel avenir et quelles compétences pour cet échelon territorial qui tente de survivre entre les métropoles et les grandes régions? Ce sera le thème de notre débat. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct sur Twitter avec le hashtag présidentielle360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct du Sénat et Samia Dechir en direct de Belle-Île. Pour notre grand angle, le multiplex, c'est tout de suite. Le leader d'En Marche continue donc d'engranger les soutiens à gauche et pas des moindres. Ce matin, c'est Bertrand Delanoë qui est sorti de sa retraite politique pour annoncer son ralliement à Emmanuel Macron. D'autres ténors du PS pourraient suivre, mais pour celui qui se pose en dehors des partis, est-ce vraiment un atout? Élément de réponse avec Marie Brémaud. Et un de plus qui franchit le Rubicon. Sa parole est rare, mais l'ancien maire de Paris a décidé publiquement d'exprimer son soutien à Emmanuel Macron au détriment de Benoît Hamon. Son programme est dangereux parce qu'il ne rassemble pas la gauche et parce qu'il est philosophiquement, dans le rapport au travail, dans le rapport à l'Europe, dans tout un tas de ses propositions, il n'est pas en mesure de produire du vrai progrès social. Pas assez rassembleur, trop clivant, trop à gauche, trop dépensier, Benoît Hamon apparaît de plus en plus isolé. Mais pour l'heure, face à l'hémorragie des ténors, il esquive, non sans ironie. L'ancien maire de Paris soutient Emmanuel Macron, mais que l'actuel maire de Paris, Anne Hidalgo, soutient Benoît Hamon. Conflit générationnel, pas seulement. Si Claude Barthelone, Jean-Marie Le Guen, Jean-Yves Le Drian s'éloignent du candidat désigné par la primaire de la gauche, c'est plutôt la concrétisation d'un schisme apparu au sein du Parti socialiste depuis plusieurs années. Mais des partis, le candidat d'En Marche veut à tout prix s'en éloigner. Son mouvement est ouvert à tous. Je note que d'ailleurs il y a beaucoup de femmes et d'hommes venant de la gauche ou de la droite qui aujourd'hui nous retrouvent parce qu'ils reconnaissent la force de cette offre progressiste qui est ce que je portais depuis le début. Face aux défections dans son propre camp, le secrétaire national du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a réagi mollement. Pas d'exclusion, mais pas d'investiture non plus. Et dans ce contexte, François Hollande a appelé le gouvernement, réuni au grand complet ce matin, à la cohésion face à la menace de l'extrême droite, tout en admettant le débat sur l'élection présidentielle. Selon le porte-parole de l'exécutif, Stéphane Le Foll, on l'écoute tout de suite. Le gouvernement, c'est une somme de personnalités politiques, il l'a rappelé. Mais ça doit être aussi, jusqu'au bout, un engagement de chacun à assumer la tâche pour laquelle il est responsable. Et ça n'empêche pas d'ailleurs, il l'a dit, qu'il y a des personnalités politiques et que ce gouvernement étant un lieu de cohésion, peut être aussi un lieu de débat. Najat Vallaud-Belkacem a exprimé une position politique, d'autres ont exprimé d'autres positions, même si elles ne sont pas totalement définitives. À partir de là, ça ne doit pas, et c'est ça le message qui a été passé ce matin, c'est que quand on se retrouve et quand on est dans sa responsabilité gouvernementale, on a une responsabilité devant le président de la République et devant les Français. Et premier invité de notre multiplex, le sénateur socialiste de la Côte-d'Or, François Patriat. Il répondait aux questions de Saveria Rojek, on l'écoute. François Patriat, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez reçu donc cette lettre, une lettre de Jean-Christophe Cambadélis, dans laquelle vous êtes menacé d'exclusion pour votre soutien à Emmanuel Macron. En réponse, vous vous mettez en marge du Parti socialiste. Est-ce que c'est une décision douloureuse pour vous ? J'ai pris avec une certaine peine. Vous savez, on n'est pas pendant 40 ans dans un parti auquel on a cru, auquel on a apporté son énergie, ses mandats, ses convictions, mon soutien loyal et sans faille au gouvernement pendant ces 5 ans. Même si j'ai exprimé parfois, ou même souvent d'ailleurs, ce qu'était ma vision des choses. Mais me sentir aujourd'hui mise en demeure, d'interdit de parole, alors que je continuerai à cotiser, ça m'a paru un peu blessant. Donc j'ai préféré mettre les choses au point en disant,
les choses sont bien, eh bien écoutez, je me mets en marche du parti et en marche avec Macron. En marche du parti, vous quittez le Parti socialiste ? Pour l'instant, oui, je ne suis plus au parti. Je considère que je ne fais plus partie du Parti socialiste. Alors je sais bien qu'on me dit que ce n'est pas une exclusion, mais enfin, considérant que la menace pesait, je préfère que les choses soient au point aujourd'hui, donc je me tiens à l'écart du Parti socialiste et puis on verra bien comme les choses vont évoluer. Alors vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois, on le sait. D'autres sont plus récents. On a appris justement ce matin le ralliement de Bertrand Delanoë, c'est le premier poids lourd du Parti socialiste à rejoindre le candidat En Marche. Qui est le prochain soutien que vous attendez ? On parle de Ségolène Royal, de Jean-Yves Le Drian, de Claude Barthelone et même de Stéphane Le Foll. Moi, je laisse réfléchir aujourd'hui, ces responsables de très haut niveau de notre parti, du parti ou du gouvernement. Vous savez que chacun est libre d'adhérer En Marche à 2 conditions. La première, c'est qu'il soutienne la démarche d'Emmanuel Macron. La deuxième, c'est qu'il adhère En Marche. J'ai entendu ce matin, avec beaucoup d'attention, Bertrand Delanoë, qui a dit qu'il ne ralliait pas En Marche, mais qu'il soutenait Emmanuel Macron parce qu'il pense que son programme est crédible, qu'il est futuriste, qu'il porte en soi les réformes nécessaires et qu'il est financé. Et qu'il ne pouvait pas accepter l'autre programme. Donc si d'autres ralliements il doit avoir, c'est sur ces bases-là que d'autres rejoignent En Marche, tant mieux, mais que d'autres apportent leur soutien, et je le souhaite par ailleurs, mais que ces soutiens viennent à la fois de la gauche, du centre, voire de la droite, donnera encore plus de crédit à une démarche qui aujourd'hui commence d'enthousiasmer un peu les gens. Alors tous ces soutiens, tous ces ralliements, qu'allez-vous dire aux valsistes, aux Hollandais Est-ce qu'à un moment, En Marche, c'est dire non à des soutiens ? D'abord, on ne leur dit rien, si vous voulez. C'est eux qui aujourd'hui s'interrogent. C'est eux qui regardent le phénomène Macron, mais qui n'est pas un phénomène qui va s'éteindre comme ça. Ce n'est pas la bulle dont on avait dit. Ce n'est pas l'épiphénomène dont on avait parlé. C'est un phénomène qui s'inscrit, qui progresse et qui de plus en plus a de la crédibilité. Donc nous souhaitons qu'eux nous rejoignent, on le dise. Nous rejoignent, le disent, et qu'il y ait le maximum de gens pour nous rejoindre pour avoir demain une vraie majorité. Et que cette majorité soit celle de Progrès et non pas celle des partis. Donc que les gens s'expriment en leur nom personnel, qui nous soutiennent aujourd'hui, c'est ce que nous souhaitons. Je n'ai pas de nom à donner, j'ai entendu ce que disent aujourd'hui aussi bien mes amis, je connais par ailleurs, et qui se sont exprimés. Ils disent qu'ils réfléchissent encore, laissons-les réfléchir, et puis on verra comme ils viennent. Une dernière question, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes membre du Parti Socialiste depuis 40 ans, vous n'avez pas l'impression aujourd'hui de concourir à la mort de ce parti, de votre parti ? Je suis un peu désespéré, parce que j'appartiens à ce qu'on a toujours dit la deuxième gauche. Vous savez, j'étais rocardien, même si j'ai soutenu François Mitterrand sans état d'âme. J'étais strauss-kahnien. Je suis aujourd'hui à côté d'Emmanuel Macron. J'ai le sentiment d'être constant dans mes idées et dans mes convictions. Et je vois qu'à chaque fois, la gauche réformiste a perdu dans ce parti. Ce parti qui n'a jamais tranché sur sa ligne. Le cycle d'Épinay est terminé aujourd'hui. Le cycle construit François Mitterrand est terminé. Et nous avons dans le parti 2 fractions irréconciliables. Donc il faut maintenant trancher. C'est pour ça que je me tiens à l'écart du PS pour le regarder, parce que je pense que ça ne pourra pas durer longtemps. Très bien. Merci François Patriat d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. Je vous le disais en titre, François Fillon dénonce une opération de déstabilisation après les nouvelles révélations du canard enchaîné, alors que le candidat de la droite à la présidentielle vient de sauver in extremis sa candidature et qu'il doit rassembler son camp avant sa convocation devant les juges le 15 mars prochain. Jérôme Rabi. Plus question de répondre sur les affaires pour François Fillon. Après les révélations du canard enchaîné sur un prêt de 50 000 € qu'il a omis de déclarer, le candidat à la présidentielle, interrogé sur notre antenne, a refusé de commenter cette information. Votre révélation du canard enchaîné sur un prêt non déclaré. Rien du tout sur ces sujets, c'est pas un sujet. Interrogez mes avocats, ce feuilleton ne m'intéresse plus et en tout cas je ne me laisserai pas entraîner dans une opération qui est clairement une opération de déstabilisation politique. Il intéresse les Français qui se posent des questions. Les Français, je les rencontre tous les jours et je le fais sans votre intermédiaire. Ses avocats ont précisé que ce prêt a depuis été remboursé dans sa totalité, mais cela jette le trouble, car Marc Ladré de la Cherrière, qui lui a prêté cette somme, est également l'homme qui a employé Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes. Mais plus question chez les Républicains de commenter ces rebondissements. On doit rester sur les idées, on doit rester sur nos projets et aux avocats de répondre sur ces questions-là. Je pense que trop c'est trop et il y a beaucoup de gens qui ont fait des emprunts et qui les ont remboursés. Le manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité est pourtant au cœur de l'enquête des magistrats qui ont convoqué François Fillon dans une semaine précisément en vue d'une mise en examen.
Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle de conférence du Sénat pour une nouvelle réaction avec votre invité, c'est le sénateur LR Jean Bizet. Absolument, Jean Bizet, bonjour. Bonjour. François Fillon qui donc sur notre antenne ce matin dénonce une opération de déstabilisation politique, vous êtes d'accord ? Oui, ça y ressemble curieusement, si vous voulez, cette avalanche d'informations frise, je dirais, l'organisation en quelque sorte. Donc moi je préfère travailler, réagir sur le programme du candidat qu'autre chose. Alors on attend dans les jours, dans les heures qui viennent, le nouvel organigramme de la campagne de François Fillon. Vous avez, vous, soutenu Nicolas Sarkozy. Quelle va être la place des sarkozystes dans cet organigramme, dans cette campagne désormais ? Je crois qu'après tous ces événements, chacun, nous devons devenir fillonistes, sans vouloir... avec enthousiasme ? Avec raison. Avec raison, parce que son programme est le seul, à mon avis, qui puisse permettre de redresser notre pays. Bon, ce qui se passe n'est pas de nature, bien évidemment, à nous réjouir, parce qu'on voit, même si on doit être extrêmement prudent en ce qui concerne les sondages, que les Français, à juste titre, ont été très impressionnés, voire atterrés par les informations. Mais après l'exaspération, c'est le temps de la réflexion et de l'adhésion. On vous sent tout de même vraiment sur la réserve. Est-ce que vous regrettez cette décision de François Fillon de rester coûte que coûte candidat ? C'est à lui et à lui seul de pouvoir répondre à cette question parce que, encore une fois, son programme est un bon programme, encore une fois le seul à pouvoir redresser notre pays. S'il a décidé de rester, c'est qu'il estime dans son âme et conscience qu'il est, un, en capacité de gagner, deux, dans un deuxième temps, qui viendra bien évidemment très longtemps après, de réunir une majorité dans les différentes chambres, au Sénat et à l'Assemblée, et de conduire le redressement de la France. Donc moi, a priori, je suis un Normand, donc par définition, je fais confiance. Alors François Baroin était juste derrière François Fillon dimanche au Trocadéro. Est-ce que c'est pour accréditer l'idée d'un ticket François Fillon-François Baroin ? C'est une image subliminale qui laisse penser à cela, et pourquoi pas, ce serait une très belle, je dirais, information, puisque notre collègue sénateur de Troyes, d'abord a une belle image auprès de l'opinion publique et fait partie des jeunes, si vous voulez, de notre famille qui a un rôle important à jouer. Alors, un mot, Jean Bizet, sur une toute autre actualité, le Brexit, puisque vous êtes plus à l'aise sur les dossiers, si vous avez pas remarqué. président de la Commission des Affaires européennes ici au Sénat, et vous allez présenter la semaine prochaine avec Monsieur Raffarin un rapport justement sur la sortie donc, du Royaume-Uni de l'Union. Quels enseignements tirez-vous de ce rapport, de ces auditions ? Eh bien, sur cette décision du peuple britannique émise le 23 juin, je peux vous dire que c'est une erreur géostratégique majeure. Ils le comprendront le jour venu parce que le peuple britannique a été abusé par un certain nombre, je dirais, d'élus anglo-saxons, notamment le premier d'entre eux, à savoir M. Boris Johnson. Il leur a menti. Mais vous allez présenter, je crois, une feuille de route. Nous allons présenter une feuille de route, mais je dirais... Quelle en sera la teneur ? C'est l'occasion, précisément, de relancer l'Union européenne. Le Brexit est un choc que personne n'a voulu sur le territoire national. Profitons de ce choc pour en faire un électrochoc et repenser l'Union au travers d'une Europe plus réactive, plus défensive, plus conquérante, avec un repositionnement sur le plan institutionnel, à savoir que la Commission, qui a un droit d'initiative, devrait être davantage complétée par un Conseil qui aurait un droit, si je puis dire, d'organisation et d'incitation, et puis des parlements nationaux qui puissent être dans l'opportunisme, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle un ticket vert, c'est-à-dire faire des propositions. Très bien, d'accord. Donc on suivra ça la semaine prochaine avec intérêt, la présentation de ce rapport. Exactement, donc, sur et avec le 15, Brexit. la réunion des 27 ambassadeurs en place à Paris pour, je dirais, valider tout cela. Absolument. Merci beaucoup Jean Bizet d'avoir répondu en direct Merci. à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Saveria. En bref, près de 47 millions de personnes se sont inscrites sur les listes électorales en vue des échéances de 2017, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, soit une augmentation de 824 000 Français. 8 mars, journée internationale des droits des femmes, placée sous le signe du combat pour l'égalité salariale. Même si la situation des femmes s'est améliorée sur le marché du travail, les écarts de salaire demeurent inexpliqués et les inégalités ne s'arrêtent pas là. Alors que proposent les candidats à la présidentielle pour y remédier? Tour d'horizon des propositions avec Mounir Soussi.
Pour réduire les inégalités hommes-femmes, les candidats à la présidentielle ont chacun leur solution. Benoît Hamon souhaite la création d'un service public de la petite enfance, la mise en place d'une brigade anti-discrimination, l'augmentation des sanctions contre les entreprises qui ne pratiqueraient pas l'égalité salariale et le doublement des amendes pour les partis politiques en infraction avec la loi sur la parité. Pour mieux protéger les femmes, François Fillon propose d'accorder en priorité les logements sociaux aux femmes isolées et de faciliter le dépôt de plainte en cas de violence conjugale. Sur l'égalité au travail, il préconise de renforcer les contrôles des entreprises sans pour autant augmenter les sanctions. Pour le candidat des Républicains, les dérives islamistes représentent une menace envers les femmes. Il est sur ce point en accord avec Marine Le Pen qui place le danger de l'islam radical devant les questions d'égalité salariale. Jean-Luc Mélenchon défend la promotion de la parité en politique, dans l'administration, les syndicats et les associations. Emmanuel Macron s'engage, s'il est élu, à décréter l'égalité homme-femme grande cause nationale dès son entrée en fonction, durcir les amendes en cas d'harcèlement sexuel et instaurer une totale parité en politique et dans la haute fonction publique. Et Tam Tranier nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Dans cette campagne pour l'élection présidentielle, vous scrutez à la loupe les engagements des candidats. On va parler de l'égalité homme-femme et de la parité. Est-ce qu'elle a progressé sous François Hollande, Tam ? Bien écoutez, la parité en politique, c'était une promesse de campagne de François Hollande. Souvenez-vous, on est en 2012, François Hollande est candidat et il veut que son futur gouvernement soit paritaire. On l'écoute. Il n'y a jamais eu aucun gouvernement qui a été constitué sur la base de la parité, c'est-à-dire homme-femme. Ça ne veut pas dire que les responsabilités seraient les mêmes. Je ne veux rien annoncer d'ailleurs avant d'en avoir la légitimité. Mais ce serait un bon principe que d'avoir autant d'hommes que de femmes, ou autant de femmes que d'hommes dans un gouvernement. Alors cet engagement a-t-il été respecté, Tam ? Bien écoutez, un pari plutôt réussi. Si on regarde par exemple le premier gouvernement Ayrault en 2012, il était parfaitement paritaire avec 17 femmes et 17 hommes. Et un peu plus tard, on regarde le gouvernement Valls II, on est en août 2014. On n'était pas loin de la parité non plus avec 17 hommes et 16 femmes. Et puis j'ai vérifié les autres grands remaniements. À chaque fois, la parité a été respectée. Un bémol toutefois, quand des femmes ont quitté le gouvernement, par exemple Delphine Batho ou encore Valérie Fourniron, c'était des mini-remaniements. La plupart du temps, elles ont été remplacées par des hommes, ce qui a donc rompu ce fragile équilibre. Mais le principal progrès, ce sont les postes justement atteints par ces femmes ministres, Tam. Oui, effectivement. Au début du quinquennat, la première femme dans l'ordre protocolaire n'est que numéro 3. C'est Christiane Taubira, bien sûr, emblématique ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est la seule à être à la tête d'un ministère régalien, alors que finalement, 2 ans plus tard, il y a 3 femmes qui sont à des postes clés, très hauts dans l'ordre protocolaire. Numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Il s'agit de Ségolène Royal à l'écologie, Najat Vallaud-Belkacem à l'éducation nationale et Christiane Taubira, toujours garde des Sceaux, numéro 4, et qui depuis a quitté le gouvernement. Alors, est-ce que les partis politiques sont aussi des bons élèves en matière de parité ? Où en est-on, Tam ? Et oui, ça c'est tout de même le principal. Et donc pour faire respecter ce principe, il faut s'en prendre au portefeuille. Il faut savoir que les partis politiques reçoivent des aides publiques. Une première fraction de cette aide est liée au nombre de candidats qui sont présentés lors des élections. C'est une partie qui est soumise à la loi sur la parité. Et puis, il y a une deuxième partie qui est liée au nombre de parlementaires élus. Et là, ce n'est pas du tout lié à la loi sur la parité. En clair, si vous ne présentez pas le même nombre d'hommes et de femmes, par exemple, à l'élection législative, vous êtes pénalisé. Et plus vous vous écartez de l'équilibre, plus vous êtes pénalisé. En revanche, si seulement des hommes ont été élus, là, il n'y a aucune sanction financière. En clair, comment n'avoir que des hommes au Parlement sans sanction financière, vous mettez les femmes candidates seulement dans les circonscriptions perdues d'avance. Bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué quand il y a des scrutins de liste, par exemple aux élections sénatoriales. Et oui, certains partis préfèrent donc perdre de l'argent, si je comprends bien. Et notamment les grands partis. Prenez par exemple le Parti socialiste lors des élections législatives de 2012. Il a présenté 305 hommes et 226 femmes pendant le quinquennat. Il a reçu chaque année 10 millions d'euros au lieu de 11,3, une perte de plus de 1,3 million d'euros par an.
Mais les champions en la matière, eh bien, c'est la droite. L'UMP, les Républicains aujourd'hui, en 2012, a présenté 377 hommes et 129 femmes, donc seulement 25% de femmes. Il aurait dû recevoir 9,5 millions d'euros. Il a reçu environ 6,1 millions d'euros et a perdu en somme eh bien, plus de 3 millions d'euros par an. Alors pour résoudre ce problème, François Hollande avait une proposition radicale en 2012. Et oui, en 2012, on est en pleine campagne et on promet beaucoup aux électeurs. Écoutez. J'aurais comme premier principe de supprimer les dotations de l'État aux partis politiques qui ne respectent pas le principe de parité. Et oui, on promet tout en campagne. C'est un peu plus difficile de faire voter une loi aussi radicale par les parlementaires. Mais tout de même, il y a eu du progrès avec la loi sur l'égalité réelle femmes-hommes en 2014. Elle a accru les sanctions envers les partis politiques qui ne respectent pas la parité. J'ai fait le calcul, je vous le passe, c'est assez compliqué. Mais si cette loi avait été appliquée aux élections de 2012, le Parti socialiste aurait perdu 2,5 millions au lieu de 1,3 million d'euros par an. Et la droite, tenez-vous bien, elle n'aurait pas perdu 3,5 millions, mais plus de 7 millions d'euros par an. Les partis ont donc intérêt à appliquer un peu plus la loi sur la parité s'ils ne veulent pas vider leurs comptes. Tout cela s'applique pour les élections de cette année. Merci beaucoup Tam, et on reparlera justement de l'égalité homme-femme dans notre débat avec mes invités à 19h. Le grand oral des candidats à la présidentielle devant l'Assemblée des départements de France, un événement que vous avez pu d'ailleurs suivre ce matin en direct sur les chaînes parlementaires. Que propose-t-il pour cet échelon territorial qui a failli disparaître du millefeuille sous le quinquennat de François Hollande? Quel avenir, quelles compétences? Élément de réponse avec Quentin Calmy. Ils avaient 4 heures pour plancher sur la décentralisation. Les 6 principaux candidats ou leurs représentants passaient leur grand oral ce matin face à des dizaines de présidents de départements. Parmi les plus attendus, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sous le regard attentif de son parrain en politique, Gérard Collomb, le maire de Lyon. Lyon, cité en exemple par le candidat du mouvement En Marche, proposant de réduire d'un quart le nombre de départements pour les remplacer par les métropoles. Sur ces territoires où des métropoles fortes sont constituées, il est évident qu'il faut progressivement, et c'est l'objectif pour moi du prochain quinquennat, en faire des vrais pôles de prospérité et de croissance qui pensent au niveau du département et qui pourront prendre en charge les attributions des conseils départementaux. Réduire le nombre de départements, c'est aussi la proposition de Nicolas Dupont-Aignan pour en avoir 70 ou 80 en France. Mais pour autant, le candidat de Debout la France a défendu les départements, se montrant très incisif face aux membres de l'ADF. Je suis très surpris que vous ne vous défendiez pas davantage. Dénonçant un millefeuille territorial, il propose de supprimer les conseils régionaux et de faire revenir certaines compétences à l'État. Supprimer les régions, c'est aussi la vision de Marine Le Pen, représentée par son directeur de campagne David Rachlin. Nous croyons donc profondément au triptyque commune département-État que Marine propose de renforcer dans cette campagne présidentielle. Et parmi les propositions, plus de proportionnel, des référendums locaux ou encore la lutte contre la fraude aux allocations. Plus de services publics et des moyens au département, Pierre-Yves Collombat s'exprimait au nom de Jean-Luc Mélenchon, profitant de cet oral pour dénoncer les politiques d'austérité. L'aménagement du territoire, le développement des ruralités sont pour lui des leviers de la politique de relance économique qui nous permettra de sortir du purgatoire économique dans lequel le pays s'est enfermé depuis 10 ans. Même discours sur la dépense publique pour Benoît Hamon, qui a longuement défendu la nouvelle version de son revenu universel, qui englobera le RSA. Le RSA, une des prérogatives du département. Je défends donc une vision totalement renouvelée de la solidarité. Car je ne crois pas que l'urgence ce soit de pointer du doigt les personnes les plus fragiles dans notre société en leur imposant des contreparties ou en les excluant davantage. L'urgence, c'est de lutter contre la pauvreté dans ce pays et contre le non-recours à la solidarité qui est malheureusement bien plus important que la fraude. Un candidat qui prône la stabilité de l'organisation territoriale. Pas de nouvelles réformes. Dans l'immédiat, François Fillon est d'accord sur ce point. Baisse des dotations, augmentation du temps de travail et diminution des effectifs des fonctionnaires. Son credo, plus de liberté pour les collectivités. Si des départements veulent fusionner, pourquoi ne le ferait-il pas? Si, dans une région, des élus veulent expérimenter le conseiller territorial, eh bien je proposerai qu'on leur en donne la possibilité. Une matinée entière pour débattre de décentralisation. Cet événement aura ainsi permis aux candidats de développer leur vision de la France et des territoires. Et on ouvre
j'ouvre le débat avec mes invités sur ce plateau. Jean-René Le Serre, bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le président du Conseil départemental du Nord. Vous êtes plutôt classé divers droite. Merci d'être avec nous. Stéphane Troussel est également sur ce plateau. Bonsoir, président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis. Vous êtes trésorier adjoint de l'ADF, l'Assemblée des départements de France. Et puis Patrick Lehidec, bonsoir. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de ces questions de décentralisation. Première question pour vous, Jean-René Le Serre. Vous avez assisté ce matin, on vient de le voir, à ce grand oral des candidats. Est-ce qu'ils ont finalement répondu à vos attentes ? Oui et non, si vous voulez. Bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est-à-dire que j'ai rarement vu autant de départementalistes en si peu de place. J'ai 2 candidats qui ont annoncé qu'ils allaient supprimer la région, par exemple. Les intercommunalités, à leur place, je me méfierais beaucoup. Mais alors, le département, c'est la proximité, c'est la solidarité territoriale, c'est la solidarité humaine. Pas question de toucher au département. Et puis, ça va très mal, les départements. Donc, ils l'ont tous dit. Il n'y a pas eu un seul qui a levé la main pour défendre des politiques qui ont été menées et qui font effectivement qu'en matière d'allocation individuelle de solidarité, on n'est pas bien quand même, pas plus la Seine-Saint-Denis d'ailleurs que le département du Nord, avec les restes à charge du RSA, de l'APA et de la PCH. Et puis bon, il y a eu quelques propositions intéressantes et une matinée qui n'était pas du temps perdu. Mais de là à dire qu'on a eu des réponses, non. D'ailleurs, pour qu'il y ait des réponses, il faut qu'il y ait un dialogue. Ça a été une série de monologues. Stéphane Troussel, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que c'était des discours finalement électoralistes? On a plutôt flatté cet échelon territorial qu'est le département? Oui, on peut voir les choses de cette manière, mais je pense qu'aussi, enfin moi j'essaye de voir les choses positivement, je suis un perpétuel optimiste. Je pense qu'on sort peut-être d'une période, au moment où le pays s'interroge, doute, on sort d'une période finalement où la mise en cause du département, justement qui est la collectivité qui organise principalement depuis 2004 à travers le versement des 3 allocations de solidarité, eh bien l'accompagnement des plus fragiles, les personnes privées d'emploi, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, au moment où on va connaître une transition démographique, la place de nos aînés, la question du vieillissement, et donc reconnaître que cette collectivité dont c'est la mission principale, eh bien finalement elle sert peut-être à quelque chose et il va peut-être falloir régler sa situation, d'autant plus qu'on a créé des grandes régions où, de fait, en créant des grandes régions, ça a un peu sauvé le département. Et du coup, eh bien, oui, la question du financement, des moyens des départements se pose à nouveau très fortement. Alors, Patrick Lehidec, sur la question de la réforme territoriale, on a quand même entendu les candidats ce matin dire qu'il fallait arrêter finalement ces multiples réformes. On n'avait même pas le temps d'appliquer, que ce soit la loi NOTRe ou la loi sur les collectivités. On appelle un peu à une sorte de stabilisation, justement, territoriale. Est-ce que le département, qui avait un peu sauvé sa peau sous le quinquennat de François Hollande, est de nouveau menacé dans les propositions des candidats à venir, selon vous ? Je ne crois pas qu'il soit directement menacé dans l'immédiat, en tout cas dans sa généralité. Emmanuel Macron propose d'en supprimer un quart d'ici 2022. Oui, mais enfin, ça n'est pas encore fait. Par volontariat. Voilà. Et donc là-dessus, je pense que ces propositions, en fait, elles se situent dans le prolongement de l'application de la loi NOTRe, qui, disons, permet au département de déléguer un certain nombre de compétences aux métropoles, pour autant que les métropoles soient candidates à exercer ces compétences. Or, elles ne le sont pas toutes. Et donc ce point est un point important. Pour qu'on puisse supprimer des départements, il faudrait d'abord que les métropoles le réclament. Or, sont-elles toutes sur cette ligne-là? Ça, c'est un point d'interrogation qui est loin d'être tranché pour le moment. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, évidemment, c'est que, et ça a été rappelé à l'instant, les grandes régions relégitiment quand même assez largement le département dans le dispositif. Donc on a plutôt l'impression par ailleurs, et je crois que c'était aussi le sens des propos de l'ensemble des candidats, c'est que du côté des associations d'élus, du côté des élus de base aussi, il y a une demande de respiration, de stabilité du cadre, c'est-à-dire que tout le monde dit en ce moment, laissons-nous déjà 5 ans pour digérer les réformes qui ont été adoptées, qui n'ont pas encore été complètement mises en œuvre et dont on ne connaît pas encore tous les effets, avant de jouer à nouveau, le cas échéant, un jour, à nouveau au jeu du mécano territorial.
C'est ce que dit François Fillon, d'ailleurs, Jean-René Le Serre. Il dit il faut laisser les territoires s'organiser. Il appelle à une nouvelle étape dans la décentralisation, mais pas de nouvelles réformes territoriales en soi. Oui, c'est ce qu'ils disent beaucoup. C'est-à-dire, ils ont relu Montesquieu. Il faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Et je pense que les collectivités territoriales ont besoin effectivement de stabilité pour pouvoir travailler dans la sérénité. Ce qui ne veut pas dire que la loi NOTRe soit une bonne loi. Moi, je ne suis pas favorable à cette loi, mais j'estime qu'il serait encore plus dommageable de la remettre en cause sans arrêt. Et toutes les modifications qui sont proposées par les uns et par les autres, et notamment par les véritables candidats à la présidence, sont des propositions effectivement qui sont fondées sur le volontariat. Si des départements veulent fusionner, ils fusionnent. Si des départements et des métropoles s'entendent pour que la métropole devienne comme à Lyon... c'est l'exemple qui a été cité à plusieurs reprises par Emmanuel Macron. Mais je rejoins ce qui vient d'être dit. Si vous voulez, les métropoles, il y en a qui ne sont pas capables de prendre des compétences départementales, il y en a qui en sont capables mais qui n'en veulent pas. Moi, j'ai dû négocier avec la métropole de Lille. J'ai eu beaucoup de mal à faire en sorte qu'ils me prennent 2% du budget du département. J'ai eu un mal de chien. Et mon département, il a toujours un budget qui est l'équivalent du budget de la région des Hauts-de-France. Stéphane Troussel. Oui, c'est toujours assez amusant parce que je trouve que Benoît Hamon a eu raison de démarrer son discours sur ce sujet. Si le département, depuis une quinzaine d'années, a souvent été la cible et le commencement de toute réforme territoriale, à la fin, il est toujours en place, c'est peut-être que finalement, comme c'est la collectivité des solidarités, comme c'est la collectivité de l'action sociale, finalement, c'est parce que peut-être que ceux qui mettent en avant régulièrement, je pense, une forme de technostructure à la tête de notre pays, qui propose toujours les mêmes réformes à tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, finalement, c'est peut-être les dépenses de solidarité qui sont ciblées. Et d'ailleurs, je partage le point de vue de Jean-René Le Serre, c'est que la réalité, c'est quand les métropoles aimeraient bien absorber le département, mais elles ne veulent jamais prendre en charge les dépenses de solidarité assumées par les départements. Ces dépenses de solidarité, peut-être avec vous, Patrick Le Lidec, puisque ça était aussi une des propositions avancées ce matin. Est-ce qu'il faut recentraliser justement cette question de versement, de financement du RSA, selon vous ? Alors moi, mon rôle n'est pas de vous faire une réponse politique sur est-ce qu'il faut ou pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est à l'instant qu'il y a quand même une cohérence d'un certain point de vue entre le propos d'Emmanuel Macron qui consiste à dire il faut renationaliser les dépenses du RSA et on aurait la possibilité plus facilement d'avoir des métropoles candidates au fond à l'absorption de l'échelon départemental. Parce qu'il faut bien être conscient du fait que ce qui fait peur aux métropoles, ce sont évidemment les compétences sociales du département qui coûtent plus cher que les ressources qui pourraient leur être transférées. Et donc, de ce point de vue-là, on sent qu'effectivement, il y a un package, en quelque sorte, consistant à dire, je renationalise, parce qu'effectivement, il y a des inégalités très fortes, que cette mise à la charge des départements du RSA et de l'ensemble des dépenses sociales par les lois Raffarin, au fond, a déséquilibré quand même très largement les budgets départementaux, mais de manière très inégale selon les départements. Sur ce plateau, on a 2 représentants de départements dont les budgets sont tendus. Mais d'autres sont dans des situations très différentes et donc ont des budgets qui restent relativement, confortables. Et donc pour lesquels ce sujet de la renationalisation du RSA n'est pas un sujet. Et donc de ce point de vue-là, il y a bien un clivage au sein même des départements. Avant de vous demander votre avis, Jean-René Le Serre, je vous propose justement de réécouter Emmanuel Macron et Benoît Hamon sur cette question des dépenses de solidarité. Je suis de ceux qui soutiennent le principe de la décentralisation des allocations sociales qui avait été mise en œuvre par Jean-Pierre Raffarin au début des années 2000 parce qu'elle a eu des effets positifs, parce qu'elle a permis d'avoir un service public plus proche, la mise en œuvre d'un suivi plus individualisé. Mais il faut bien le dire, sur certaines de ces prestations, les départements sont devenus des payeurs aveugles, dont les recettes n'ont absolument pas la même dynamique, ni la même logique de dynamique que ces dépenses. Et donc, en la matière, je pense en particulier à plusieurs départements, le département du Nord qui connaît d'importantes difficultés financières, pris en tenaille entre la baisse des dotations de l'État et l'augmentation du nombre de ménages bénéficiant du RSA, on demande aujourd'hui au département de choisir entre, en quelque sorte, les prestations sociales, l'école et la culture. C'est ça la situation dans laquelle on place aujourd'hui les collectivités. Pour mettre fin à cette dérive, je souhaite donc que le versement et le financement du RSA soient recentralisés. Il faudra prendre en charge pour l'État la centralisation du versement du futur revenu universel qui englobe le RSA revalorisé et donc discuter avec vous des conditions dans lesquelles
aujourd'hui, autour de 10 milliards d'euros, je crois, sont consentis en dépenses par les départements pour financer cela, pour, si grossièrement les chiffres sont bons, pour 60% liés à ce qu'est la compensation de l'État et 40% à partir de ressources propres. Donc c'est ces questions-là qu'il faudra discuter, voir de quelle manière nous centralisons à nouveau ce qui doit relever, à mes yeux, de la mise en œuvre élémentaire de la solidarité nationale par l'État. Jean-René Le Cerf, comment réagissez-vous à ces propos? On a entendu Emmanuel Macron citer votre département justement et parler de payeurs aveugles. Oui, je crois qu'on n'a pas pu justement dialoguer. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas une seule seconde que l'État va arriver et vous dire gentil département, j'ai 10 milliards, effectivement, je ne sais pas quoi en faire, donc je vais vous le donner. Et puis, à la limite, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une recentralisation totale du financement du RSA. Lorsque Manuel Valls nous l'avait proposé, après, quand on a vu ce dont il s'agissait de nous piquer l'intégralité des restes à charge, de faire en sorte que les départements pauvres, comme la Seine-Saint-Denis ou le Nord, ils donnent leur reste à charge à tout jamais, effectivement, à l'État, et que les départements riches ne donnent rien parce qu'effectivement, ils n'avaient pas de reste à charge. Ça, c'est absolument inqualifiable. Moi, j'avais fait des propositions avec un collègue de gauche, Michel Dagbert, président du Conseil général du Pas-de-Calais, pour dire, demandons seulement à l'État de jouer son rôle de péréquateur entre les plus favorisés et les moins favorisés. Ça coûterait 1 milliard. Ça nous permettrait de nous stabiliser et de faire notre affaire du financement du RSA. On pourrait peut-être commencer par cela. Il propose 10 milliards, nous on en propose 1. Il devra accepter. Ouais, Stéphane Troussel. Moi, je remarque simplement que Emmanuel Macron, peut-être parce qu'il a été un ancien ministre de l'économie et des finances, le petit monde, le petit système médiatico-politique nous explique qu'il est raisonnable, sérieux, crédible, et à l'inverse, le candidat que je soutiens, Benoît Hamon, parce qu'il a fait cette proposition de revenu universel, est taxé de farfelu. Je remarque par exemple... Qui englobera le RSA. Exactement. Je remarque par exemple que ce matin, Emmanuel Macron a généreusement donné 10 milliards aux départements, 10 milliards aux communes à travers la taxe d'habitation. Personne ne lui fait l'accusation d'être vraiment irréaliste, de ne pas soucier des dépenses publiques. En revanche, oui, moi, j'assume de dire cette dépense, elle relève de la solidarité nationale. Parce que la réalité, c'est que ni Jean-René Le Cerf, ni moi, nous fixons le montant et les critères pour percevoir le RSA. Donc ça relève de la solidarité nationale. Je rappelle que si nous les finançons, c'est parce qu'un ancien président de la République, dans les années 2000, en l'occurrence Jacques Chirac, avait promis une baisse massive de l'impôt sur le revenu et qu'en conséquence, eh bien, c'est l'impôt local qui, de fait, a été mis à contribution pour financer cette dépense de solidarité nationale. Donc, à dépenses de solidarité nationale, recettes nationales. D'ailleurs, je note là aussi que ceux qui expliquent qu'il faut réduire les dépenses publiques, continuer de baisser les dotations, font cette proposition tout de même un peu contradictoire de mettre 10 milliards sur la table. Alors, donc, on va venir à la baisse des dotations, si vous voulez bien. Ces contradictions. Juste, Patrick Lelydec, c'est vrai que si les départements perdent le financement du RSA, ils perdent aussi, ils vont être dépossédés de leurs compétences et du coup, à terme, c'est leur existence même qui sera menacée. Pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut aussi concevoir que dans une logique de justice fiscale, entre les contribuables départementaux, il y ait une nationalisation du financement et en même temps que cette compétence continue d'être déléguée au département. Il y a un dispositif qui fonctionne et donc il n'y a pas forcément de raison de le mettre à bas pour le remplacer par quoi voilà, donc on peut concevoir, le cas échéant, techniquement, de faire intervenir les CAF, mais bon... quel est le bénéfice? Enfin voilà, la question mérite d'être débattue. Je ne crois pas que ce soit, en tout cas pour le moment, directement la question qui est posée. La question qui est posée, c'est effectivement celle des inégalités que génère en réalité la mise à la charge des départements du financement du RSA, qui n'aurait jamais dû, en réalité, à mon sens, être transféré en tant que charge. Ou alors, il l'était à un moment où on avait une fiscalité de l'immobilier qui était extrêmement dynamique parce qu'on était en pleine bulle immobilière et à partir du moment où les droits de mutation ont cessé d'augmenter par la suite, effectivement, on s'est trouvé devant un problème de financement qui est un problème désormais structurel. Jean-René Le Cerf. Moi, je crois un peu comme vous que si on commence effectivement à retirer l'intégralité du financement du RSA au département parce que c'est de la solidarité nationale, demain, on va nous dire l'APA, c'est de la solidarité nationale. Et après-demain, la PCH, prestation de compensation du handicap, c'est de la solidarité nationale.
nationale. En outre, je pense qu'on est beaucoup plus compétent que l'État pour gérer le problème du RSA, que ce soit l'insertion sociale ou que ce soit l'insertion économique. Quand il y a une volonté politique, moi je l'ai bien vu dans le Nord, on a fait baisser... Et pourtant, Jean-René Le Cerf, vous avez plusieurs allocataires. fois tiré la sonnette d'alarme justement sur le manque de moyens, justement. Bien sûr, mais je demande des moyens à l'État, mais je ne lui demande pas de reprendre globalement la compétence. La compétence, on est mieux placé que l'État pour la gérer. Je demande que les moyens, ce soit simplement le moyen évident d'un État, c'est-à-dire de faire la péréquation entre les riches et les pauvres. Ça, le précédent gouvernement ne l'a jamais fait. Visiblement, c'est là-dessus qu'il a été largement critiqué par l'ensemble des candidats. Stéphane Trossel. Moi, encore une fois, je pense qu'à cette dépense de solidarité nationale doit relever une recette nationale. En revanche, oui, parce que nous connaissons notre territoire, nous connaissons les acteurs locaux, nous connaissons les dispositifs de formation, de qualification, les possibilités d'insertion professionnelle sur le marché du travail local. Bien évidemment que même si le RSA ou le revenu universel dans le cadre de la proposition de Benoît Hamon, je souhaite, et c'est la proposition aussi que fait Benoît Hamon, c'est que les départements continuent de mener les politiques d'accompagnement, d'insertion professionnelle des allocataires du RSA. Mais la motivation de la remise à l'emploi, elle est d'autant plus forte dans les départements qu'ils savent très bien que s'ils ne parviennent pas à réussir cette mise à l'emploi, ils sont juridiquement morts. Alors, Patrick Lehidec, est-ce que les temps s'annoncent difficiles pour les départements, pour les collectivités territoriales? On a entendu finalement François Fillon annoncer qu'il allait continuer la baisse des dotations aux collectivités de 7,5 milliards d'euros sur 5 ans. Oui, ce n'est pas le seul. Est-ce que les départements vont devoir aussi se serrer la ceinture sans vraiment avoir de propositions en ce qui concerne, on le voit, le financement du RSA par exemple? Moi, je pense, si vous voulez, que quelles que soient les promesses des candidats, la contrainte budgétaire, elle va s'appliquer, quelles que soient les promesses des candidats. Et donc, certains affichent des chiffres de baisse de la DGF. La baisse de la DGF, si la croissance n'est pas au rendez-vous... Dotation globale de fonctionnement, voilà. Je précise. Et donc concrètement, si l'État n'a pas de recettes fiscales en croissance, son budget est toujours en déficit, bien au-delà des engagements qui ont été pris sur le plan européen, si par ailleurs les taux d'intérêt remontent comme ça semble devoir être le cas, eh bien la charge de la dette va s'alourdir. Et donc forcément, ça n'annonce pas, je dirais, une période particulièrement heureuse pour les collectivités territoriales qui seront mises à contribution au même titre d'ailleurs que la sécurité sociale et au même titre que le budget de l'État lui-même. Donc je pense que ce sont des éléments qui sont malheureusement à ce stade relativement inévitables, sauf à réussir à trouver un élixir de jouvence et à générer une croissance qui ne semble pas, pour le moment en tout cas, au rendez-vous. Ouais. Donc la santé des collectivités, elle est indexée sur la croissance globale. Stéphane Trossel, et ensuite... C'est aussi un débat de politique économique en général, parce que moi je fais partie de ceux, et c'est le cas de Benoît Hamon, qui considère qu'il va falloir desserrer les taux européens. Je veux dire, on se met dans cette règle absolue des 3%. Oui, cet objectif de 3%, il a été fixé de manière totalement arbitraire. Ça aussi, ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 4. Benoît Hamon qui dit on arrête un stop aux baisses des dotations. Ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 4. Non, il y a une explication technique aux 3%. Il y a une explication des 3%. Je rappelle qu'il y a aussi dans les traités européens... C'est la croissance anticipée était de 3%. Très bien. Moi, je fais partie de ceux, par exemple, qui considèrent qu'il y a un certain nombre de dépenses publiques qui ne devraient pas être comptabilisées, notamment en ce qui concerne la France, compte tenu de son engagement en matière de politique de défense, ce que n'assume pas un certain nombre d'autres. Et donc, il y a cet enjeu. Oui, mais il existe par ailleurs. Je rappelle que, y compris pour un gouvernement dirigé par ma famille politique, l'État était capable de trouver 40 milliards pour financer le CICE et le pacte des responsabilités, dont on ne peut pas dire que ni sur le chômage, ni sur la Mais est-ce qu'il faut, si je reviens à la question des collectivités, une loi de finances dédiée aux collectivités, un plan pluriannuel, c'est aussi ce que demandait Dominique Bussereau ce matin, le président de l'ADF. Il nous faut de la stabilité, de la visibilité. Et par ailleurs, et je crois que là aussi il y avait une forme de consensus ce matin, il faut en finir avec cette inflation normative et réglementaire qui pèse sur les collectivités et y compris qui constitue pour nous des dépenses très importantes. Et puis il faut arrêter la discrimination, si vous voulez, sinon on va saisir le défenseur des droits, puisque le département est la collectivité la plus discriminée. Les communes, par exemple, elles ont effectivement la baisse des dotations, et la baisse des dotations, on l'a freinée. Les régions, elles n'ont pas le même impact sur la solidarité nationale. On leur a donné la possibilité d'avoir effectivement les moyens d'avoir des revenus plus importants en termes de TVA. Nous
nous avons à la fois la baisse maximale des dotations et nous avons l'envolée des allocations individuelles de solidarité. Ce n'est pas tenable. On reçoit actuellement des courriers de collègues présidents de conseils départementaux qui sont considérés comme plus favorisés que les nôtres, où les présidents disent il y a 5 mois de RSA qu'on ne va pas pouvoir budgéter. Qu'est-ce qui va payer? Ce sera les allocataires n'auront plus leur argent, ou alors c'est l'État qui donnera de l'argent à la CAF, ce qui montre bien que le système, il est réellement au bout de sa logique. Et que la situation des départements n'est comparable à la situation d'aucune autre collectivité. Alors même que quand on regarde par exemple les effectifs de la fonction publique, moi je veux bien qu'on regarde l'évolution des effectifs de la fonction publique dans les départements et dans les autres niveaux de collectivité. D'en et on reparler verrait lors que d'un nous autre sommes débat. tout à fait raisonnables. Merci Stéphane Troussel. Vous soutenez Benoît Hamon, Jean-René Le Serre. Où est-ce que votre choix est fait pour cette élection présidentielle? Écoutez, moi je regarde avec beaucoup d'attention. La famille politique qui était la mienne devrait m'amener naturellement à soutenir François Fillon. Ce sera peut-être ce que je ferai, vraisemblablement même, mais je trouve que le discours d'Emmanuel Macron est un discours tout à fait intéressant. Oui. Comme Claude Bartolone, c'est ce qu'il pense aussi. Peut-être une réaction, Stéphane Troussel? Je soutiens Benoît Hamon avec beaucoup de détermination. Et d'ailleurs, je pense que tous ceux qui entretiennent des confusions dans ce premier tour, eh bien, je ne suis pas sûr que pour notre démocratie, ça soit forcément la meilleure chose que nous ayons à faire. Parce qu'il ne faudrait pas que désormais le débat politique s'organise entre une extrême droite. Dans la Ve République, il y a deux blocs, une extrême droite et un autre camp, parce que je crains les conséquences et sur les élections législatives, puis demain dans nos territoires. Donc je pense qu'on n'est pas obligé, vous voyez, Jean-René Le Serre est plutôt quelqu'un de droite, je suis de gauche, et ça ne nous empêche pas de débattre. La politique, les camps, les clivages, ce n'est pas la guerre civile. Mais je crois, moi, au clivage gauche-droite. Eh bien, merci. Merci Stéphane Troussel, merci Jean-René Le Serre, merci Patrick Lelydec. On va rester sur cette question de la réforme territoriale avec les premiers prix du Grand Paris qui seront décernés demain. Ils sont destinés à récompenser des projets innovants d'aménagement. Alors parmi les nominés, le projet des Grands Voisins. Vous allez le voir, ils sont installés sur le site de l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Il a été transformé en un lieu d'hébergement pour les personnes en situation de précarité. Reportage de Jonathan van der Voort. Un ancien hôpital entièrement réaménagé. Ici, inutile de chercher des patients. Des associations se sont réappropriées les lieux. Beaucoup de place pour héberger 600 personnes dans la précarité et plus de 200 artistes porteurs de projets. Tous vivent maintenant sur place. Le lieu est ouvert au grand public. Une idée sélectionnée pour le prix du Grand Paris. Si on a le prix sur l'économie sociale et solidaire, on sera très content d'être là sur la soirée de remise. Nous, l'idée, c'est de pouvoir reproduire ce type de projet ailleurs. Donc c'est aussi une opportunité pour pouvoir montrer ce qu'on fait ici et peut-être trouver d'autres opportunités sur Paris, Île-de-France ou ailleurs. Dans la lingerie, par exemple, un restaurant-bar, un lieu de rencontre ouvert à tous. De quoi favoriser la mixité et le lien social. Donc les cafés à prix libre, c'est le vendredi matin, les repas à prix libre, c'est le mercredi soir, on a différents temps. Il y a également les cafés suspendus. Donc là, les personnes qui vont acheter un café par exemple, peuvent finalement en acheter deux, ne pas prendre le deuxième café et celui-ci pourra être demandé par quelqu'un qui n'a pas forcément l'argent pour s'acheter son café. Et un peu plus loin, une boutique particulière. On y donne une nouvelle vie aux objets et vêtements abandonnés. Le site s'étend sur plus de 3 hectares. Une initiative qui devrait durer encore quelques mois. Le temps que des travaux retransforment ce lieu en écoquartier. Un village dans la ville qui demain recevra peut-être le prix du Grand Paris. Et justement, Jacques Gaudron, président du Club des entreprises du Grand Paris, est notre invité. Il répond aux questions de Michael Zamès. C'est tout de suite. Bonsoir Jacques Gaudron. Bonsoir. Alors on va parler évidemment de cette remise de prix qui aura lieu demain soir. C'est la première édition. Simplement, on entend beaucoup le mot métropole, Grand Paris. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond? Est-ce que ça marche déjà? Alors les métropoles, ça correspond à une réalité très forte. Si je parle que de la France, les métropoles, c'est 1/3 de la population et ça produit quasiment la moitié du PNB. Donc toute une partie de l'économie moderne, on va dire, se passe dans les métropoles. Donc c'est une réalité qui est une évidence pour beaucoup de monde. Les nouveaux pouvoirs des régions demain? Alors les régions, c'est autre chose, ce sont les grands territoires. Les métropoles, ce sont les nouveaux pouvoirs aujourd'hui, sur la force dans les territoires? Alors en termes économiques, oui, les métropoles sont un peu le fer de lance, si vous voulez, de l'économie des territoires. Alors pourquoi? Pour une raison assez simple finalement, même si la gestion est compliquée, c'est que c'est dans les métropoles que l'on crée.
Le monde moderne, c'est un monde où on crée. Alors on crée en matière scientifique, en matière économique, culturelle, sociale, etc. Mais le monde de demain, c'est le monde de la création. Et où est-ce qu'elle se fait la création? Dans les métropoles. Et alors le Grand Paris aujourd'hui, on en est où? Alors le Grand Paris, ça se dit au pluriel. Il y a plusieurs Grands Paris. Il y a le Grand Paris qu'on connaît, qui avance très vite et bien, qui est le Grand Paris des transports, avec ce projet de super métro que vous connaissez. Mais il y a aussi le Grand Paris du logement, il y a le Grand Paris de l'énergie, il y a le Grand Paris des déchets, de la logistique. Il y a plein de Grands Paris. C'est peut-être ça qui est méconnu aujourd'hui. Alors c'est à la fois méconnu et puis ça complexifie un peu l'image. Aujourd'hui, il y a plusieurs Grands Paris, tout avance très vite et en même temps. Donc cette réalité du Grand Paris, elle est très forte. En même temps, c'est un peu confus. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée notamment de ces prix du Grand Paris. Et ça marche aujourd'hui, le Grand Paris? On en est où? Il y a des projets qui sortent de terre? Il y en a qui sortent de terre, il y en a même qui vont sous terre. Parce que le Grand Paris, c'est avant tout un métro souterrain, automatique. Donc il y a effectivement des tas de projets autour de cette infrastructure de transport, mais aussi dans les territoires, qu'ils soient en centre-ville de Paris, qu'ils soient en première couronne ou même en deuxième couronne. Alors on a entendu ce matin, on en parlait tout à l'heure avec Delphine lors du débat sur l'Assemblée des départements de France, qui ont aussi parlé de ces métropoles. On a parlé de Toulouse, de Lyon, de Paris, de Marseille. Il y a une volonté politique de renforcer ces pouvoirs ou au contraire une volonté peut-être de s'en défaire, selon vous aujourd'hui? Je pense qu'il y a un consensus des élus pour que l'organisation institutionnelle rattrape cette réalité des métropoles. Je pense que tout le monde est d'accord pour les faire. Il y a un intérêt à concentrer et à organiser l'action publique sur ces grands espaces qui sont des espaces de création, mais qui sont compliqués à gérer. Pourquoi? Parce que, comme ce sont de très grands espaces urbains, la vie n'est pas forcément facile pour tout le monde. Alors demain, remise des prix. Pourquoi cette première remise de prix? La métropole du Grand Paris, elle est toute jeune, elle a 1 an. Du point de vue institutionnel, puisque la loi MAPTAM l'a créée, elle est née il y a 1 an. Mais cette réalité de la métropole, en réalité, elle est confuse. Aujourd'hui, si vous interrogez des gens, j'allais dire dans la rue, et même pas que dans la rue, il n'y a pas grand monde qui voit clair sur ce que c'est qu'une métropole. Donc les prix du Grand Paris correspondent à une idée assez simple, c'est essayer d'éclairer des choses, des projets, des réalisations, des processus et même des acteurs qui ont réellement un sens métropolitain. Donc si vous voulez, plutôt que d'en parler et de faire de la théorie sur les métropoles, nous, au Club des entreprises du Grand Paris, on s'est dit, montrons la métropole par l'exemple. Peut-être on peut se faire un peu de concret, vous n'allez pas nous donner les lauréats ce soir. Je peux pas. Évidemment, mais on a bien compris. Mais quels sont les types de projets aujourd'hui qui pourraient recevoir des prix? Alors, je peux parler des catégories dans lesquelles il y aura des prix. Les catégories, il y en a une dizaine, je ne vais pas vous les citer toutes. Elles correspondent à ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire les moteurs de l'économie métropolitaine. C'est quoi ces moteurs? On les connaît, c'est l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, mais c'est aussi la mobilité, c'est aussi l'économie sociale et solidaire, c'est aussi la culture, etc. Donc dans ces différents moteurs, ces différentes fonctions métropolitaines, on décernera donc un prix. Donc il y a un jury évidemment qui s'est réuni. Il y a un jury qui s'est réuni. Sur quoi s'est basé le jury pour décerner ces prix? Le jury s'est fondé sur l'expertise, il y avait une trentaine d'experts, de ce qui a réellement un sens métropolitain, en essayant de discerner qu'est-ce qui est un projet standard, on va dire lambda, normal, dans le cadre d'une très grande ville qui est le Grand Paris, et qu'est-ce qui est au contraire métropolitain, c'est-à-dire qui correspond à cette vocation première que j'ai rappelée au début, qui est les métropoles, ça doit servir à la créativité et à la création de valeur. Donc qu'est-ce qui, dans tous les projets et donc urbains... le citoyen. Il faut que ça aide le citoyen de demain. Le citoyen, le salarié, le contribuable, l'habitant, bien sûr. Et donc demain, quand il y aura ces remises de prix, vous vous baserez évidemment sur ces compétences dont on a parlé. Donc énergie aussi, mobilité, le logement, l'environnement. Bien sûr. Bref, le quotidien en fait. Le quotidien et aussi l'avenir. Est-ce qu'il y a une initiative qui vous a particulièrement touché, qui vous souhaitez mettre en avant et qui vous tient à cœur ce soir? Il n'y en a pas eu, il y en a plusieurs. Ce qui est très intéressant, et on le verra demain, c'est que la métropole, même si elle a un objectif économique en premier, création de valeur, création de richesse, en réalité, le jury a voulu aussi mettre en évidence des initiatives de lien social, de cohésion, de solidarité, de bienveillance. Et c'est ce qui me frappe le plus dans le choix de ce jury, c'est qu'en réalité,
La métropole, c'est évidemment de l'économie, mais c'est aussi de l'humain. Alors, je rappelle, première édition de cette remise des prix du Grand Paris aura lieu demain. Vous êtes le président des clubs des entreprises du Grand Paris. Merci beaucoup, Jacques Gaudron, d'être venu sur Public Sénat. Merci. Merci beaucoup, Jacques Gaudron. Merci, Mickaël. Comme tous les mercredis, on s'arrête un instant sur un des enjeux de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, comment lutter contre la désertification médicale. Notre équipe s'est rendue à Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan. Il y a 3 ans, cette île ne comptait plus que 3 médecins généralistes, dont un qui souhaitait prendre sa retraite. Alors, il a fallu mettre en place une nouvelle organisation du travail pour faire venir des médecins. Une solution originale a été trouvée et vous allez le voir, ça marche. Reportage de Samia Dechir avec Audrey Vuettaz. Nous sommes à Belle-Île-en-Mer, une petite île de 5000 habitants. Malgré la beauté de ses paysages, ce petit bout de terre a longtemps eu du mal à attirer des jeunes médecins, jusqu'à ce qu'un généraliste ait l'idée d'une solution originale, un statut mixte où les médecins partagent leur temps entre l'hôpital et leur cabinet. Pour comprendre comment ça fonctionne, on part tout de suite à l'hôpital de Belle-Île. Docteur Pinard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin généraliste et pourtant vous travaillez dans un hôpital. C'est assez inhabituel. Oui, c'est un concept un petit peu novateur. Quand je suis arrivé sur l'île, en fait, je souhaitais m'y installer et j'y ai découvert l'hôpital de proximité. Il était vide. Seul généraliste de l'établissement, Stéphane Pinard décide de réinventer son métier. Il installe son cabinet dans l'hôpital pour les consultations du quotidien en tant que médecin libéral. Mais il réserve une partie de son temps aux urgences en tant que salarié de l'hôpital. Donc voilà la salle de déchocage où on reçoit les gens en urgence. Elle est équipée pour prendre en charge les urgences vitales, infarctus, AVC. Comment vous avez eu l'idée de mettre ce système en place? Est-ce que c'est né de vos expériences passées en tant que généraliste sur d'autres territoires? J'ai été installé tout de suite dans un milieu rural pendant 7 ans. Ça a été 7 années de non-médecine. C'est-à-dire être installé aujourd'hui, c'est beaucoup de renouvellement d'ordonnances, on va vite, c'est 40 consultations par jour. Les urgences vitales, on ne peut pas aller voir parce qu'on n'a plus le temps. Donc quand on nous appelle pour une suture, une fracture, une suspicion d'AVC, faites le 15, faites le 15. Et moi j'ai envie de dire que j'avais l'impression d'avoir remplacé mon stéthoscope par un stylo. Docteur Pinard, je crois qu'il y a des patients qui vous attendent en salle d'attente, donc on ne va pas vous mettre plus en retard et puis on va vous suivre un petit peu dans vos consultations. Ouais. On y va. Vous avez rendez-vous ou pas? Rendez-vous? Rendez-vous? Eh bien on y va. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Il faudrait qu'on me fassiez mon ordonnance. D'accord. Je vais vous donner ça quand même. À Belle-Île, plus qu'ailleurs, la présence des généralistes est cruciale. On est vers les 16. Sans eux, il faudrait aller consulter sur le continent. C'est très important parce que s'il y a que juste un généraliste puis qu'on est obligé d'aller voir un spécialiste, on est obligé d'aller de l'autre côté. Bon, maintenant, il y en vient des spécialistes. C'est vrai que là-dessus, on est quand même gâtés. Parce que de certaines îles, il n'y a rien. Hein. Depuis son arrivée en 2013, Stéphane Pinard a été rejoint par 7 autres médecins, séduits par ce mélange entre la médecine de ville et l'hôpital. Haute de Poix, bonjour. Bonjour. Vous coordonnez le service des hospitalisations à domicile? Alors en fait, c'est pour s'occuper des patients qui souhaitent rester chez eux mais qui ont besoin des moyens de l'hôpital, donc principalement les patients en fin de vie. Eh bien, on vous suit. Haute de Poix s'est installée à Belle-Île il y a 3 ans avec son conjoint et ses 4 enfants. Aude, vous êtes originaire de région parisienne et vous avez choisi de venir vous installer à Belle-Île pour votre première installation puisque vous n'avez que 33 ans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Malgré l'insularité, on ne se sent pas du tout seul et on a l'impression de faire une médecine peut-être plus complète. Est-ce que vous auriez pu, vous installer seul en cabinet dans un territoire rural? J'aurais pas été capable de m'installer seule, isolée, loin d'un centre hospitalier malgré tout. Et puis avec un rythme de vie qui était sûrement pas compatible avec mes 4 enfants. En travaillant en équipe, les médecins de Belle-Île ont plus de temps pour leur vie personnelle. Bonjour! Un système qui a fait de l'île l'un des territoires les plus attractifs de Bretagne. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter Frédéric Legas, c'est le président de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. Il a répondu aux questions de Samia Dechir. Frédéric Legars, vous êtes président de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. Il y a 4 ans, il n'y avait plus que 3 médecins sur ce territoire, dont un qui allait partir à la retraite. Est-ce que Belle-Île a failli devenir un désert médical?
On peut considérer la chose de cette manière, effectivement, avec 3 médecins pour 5500 habitants à l'année et avec des pointes estivales à 40 000 habitants, on pouvait considérer que Belle-Île allait être dans une situation assez critique et être qualifiée comme étant un désert médical. Et quelles conséquences ça aurait eu pour un territoire comme Belle-Île, cette désertification médicale ? Alors en premier lieu, une vraie perte de confiance des citoyens vis-à-vis de leur capacité à se faire soigner sur Belle-Île, et puis de vrais problèmes sanitaires avec des impossibilités d'apporter aux citoyens l'offre de soins nécessaires à leurs besoins véritables. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi des conséquences en termes d'emploi une fois qu'il y a une désertification médicale? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur d'autres pans de la vie de l'île? Bien sûr, puisque on sait très bien que pour venir s'installer sur une île, il faut avant tout être en capacité d'offrir des services publics, et l'offre médicale est le principal service attendu par une population qui souhaite rester sur un territoire. Alors il y a des communes où les maires proposent des grosses sommes d'argent pour attirer les jeunes médecins et où malgré tout personne ne vient. Alors que vous, ici, vous avez triplé le nombre de médecins en seulement 4 ans. Est-ce que la clé du succès à Belle-Île, c'est pas que la solution est venue des médecins eux-mêmes? Alors oui, la solution est venue en partie des médecins eux-mêmes, mais ça a surtout été une solution qui s'est mise en place grâce à la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs. On a mis en place ce qu'on a appelé un contrat local de santé. Donc ça a été un souhait de l'Agence régionale de santé, du département du Morbihan, et puis surtout des élus de Belle-Île-en-Mer qui ont réussi à mobiliser tous les professionnels de santé autour d'un projet médical partagé. La population a également été impliquée dans cette opération de mobilisation. Et donc on a pu, grâce au savoir de chacun et au fait que certaines personnes se soient impliquées vraiment de manière très conséquente dans cette élaboration de contrat local de santé et de projet de territoire médical, on a pu devenir un territoire attractif, alors qu'au préalable on était un territoire en désertification médicale. Et vous êtes aujourd'hui l'un des territoires les plus attractifs de Bretagne. Comment ça se passe sur les autres îles du Ponant qui entourent Belle-Île? Est-ce qu'il y a assez de médecins? Alors sur les autres îles bretonnes, il y a parfois pas de médecins du tout. C'est même le contraire qui se passe. Les médecins ont très peu de possibilités d'exercer sur les autres îles. Donc on a réussi grâce à l'expérimentation de Belle-Île-en-Mer, à dupliquer le contrat local de santé de Belle-Île-en-Mer pour l'étendre à l'intégralité des îles du Ponant. Et ça va permettre de développer sur chacune des îles, à leur tour, un vrai contrat local pour faire en sorte que ces îles deviennent aussi attractives. Frédéric Legars, je rappelle que vous êtes président de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà pour cet entretien enregistré un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il est tout juste 19h, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Un soutien de taille pour Emmanuel Macron. L'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, a annoncé son ralliement. D'autres personnalités du PS pourraient suivre, peu convaincus par la campagne de Benoît Hamon. On en parle dans cette édition. François Fillon dénonce une opération de déstabilisation politique. Le candidat de la droite à la présidentielle a réagi ce matin sur les chaînes parlementaires aux révélations du canard enchaîné, selon qui il a obtenu un prêt non déclaré de 50 000 €. Vous l'entendrez dans un instant. Les femmes appelées à se mettre en grève aujourd'hui pour dénoncer les écarts de salaire qui perdurent entre les sexes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on verra que les inégalités perdurent et que cette campagne électorale pourrait être utile pour faire avancer les choses. Le débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct sur Twitter, #présidentiel360. Je vous le disais à l'instant, le leader d'En Marche continue d'engranger les soutiens à gauche et pas des moindres. Ce matin, c'est Bertrand Delanoë qui est sorti de sa retraite politique pour annoncer son ralliement à Emmanuel Macron. D'autres ténors du PS pourraient suivre, mais pour celui qui se pose en dehors des partis, est-ce vraiment un atout? Élément de réponse avec Marie Brémaud. Et un de plus qui franchit le Rubicon. Sa parole est rare, mais l'ancien maire de Paris a décidé publiquement d'exprimer son soutien à Emmanuel Macron, au détriment de Benoît Hamon. Son programme est dangereux parce qu'il ne rassemble pas la gauche et parce qu'il est philosophiquement, dans le rapport au travail, dans le rapport à l'Europe, dans tout un tas de ses propositions, il n'est pas en mesure de produire du vrai progrès social.
Pas assez rassembleur, trop clivant, trop à gauche, trop dépensier, Benoît Hamon apparaît de plus en plus isolé. Mais pour l'heure, face à l'hémorragie des ténors, il esquive, non sans ironie. Que l'ancien maire de Paris soutient Emmanuel Macron, mais que l'actuel maire de Paris, Anne Hidalgo, soutient Benoît Hamon. Conflit générationnel, pas seulement. Si Claude Barthelone, Jean-Marie Le Guen, Jean-Yves Le Drian s'éloignent du candidat désigné par la primaire de la gauche, c'est plutôt la concrétisation d'un schisme apparu au sein du Parti socialiste depuis plusieurs années. Mais des partis, le candidat d'En Marche veut à tout prix s'en éloigner. Son mouvement est ouvert à tous. Je note que d'ailleurs il y a beaucoup de femmes et d'hommes venant de la gauche ou de la droite qui aujourd'hui nous retrouvent parce qu'ils reconnaissent la force de cette offre progressiste qui est ce que je portais depuis le début. Face aux défections dans son propre camp, le secrétaire national du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a réagi mollement. Pas d'exclusion, mais pas d'investiture non plus. Et alors qu'il tente de se relancer dans cette campagne, après avoir été en sursis, François Fillon dénonce une opération de déstabilisation après les révélations du Canard enchaîné. On l'écoute. C'est pas un sujet, interrogez mes avocats, ce feuilleton ne m'intéresse plus et en tout cas je ne me laisserai pas entraîner dans une opération qui est clairement une opération de déstabilisation politique. Et pour réagir à cette nouvelle affaire, je vous propose d'écouter la réaction de Roger Carucci, sénateur LR des Hauts-de-Seine, qui était au micro de Saveria Rojek. Bonjour Roger Carucci. Bonjour. Alors on entend dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, le fameux organigramme de la campagne de François Fillon. On le sait, vous avez bien sûr soutenu Nicolas Sarkozy. Quelle va être la place des sarkozystes dans cet organigramme ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que évidemment, on a dit déjà à François Fillon, il faut ouvrir, il faut rassembler, pas seulement les sarkozystes, les juppéistes, les centristes, tout le monde. Donc il y aura une équipe plus resserrée. Tout le monde avait reproché le côté armée mexicaine des organigrammes du mois de décembre. Voilà, il y aura une équipe plus resserrée, plus centrée sur réellement l'action, le déplacement, les réunions. Mais ça veut dire quoi, les derniers fidèles fillonistes et plus de sarkozystes, plus de juppéistes ? Non, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde. Sincèrement, d'ailleurs, il reste 6 semaines. Soyons francs, c'est pas le fait d'être ou pas dans un organigramme pour 6 semaines qui doit être déterminant. Je pense que tout le monde, Sarkozy, Juppé, tous les autres, tout le monde doit faire la campagne maintenant sur le terrain. Alors justement, le psychodrame, Fillon est terminé, la campagne est en ordre de marche. Pourtant, on sent, on a senti Alain Juppé très amer, on sent les juppéistes très amers, les sarkozystes également. Comment on rassemble aujourd'hui ? Comment on est en ordre de marche ? En arrêtant de parler de structure, justement, d'éléments, mais en ne parlant que de projets. Pourquoi ? Chacune des propositions de François Fillon, sur la sécurité, sur les impôts, sur l'emploi, sur l'immigration, quand vous prenez chacune des propositions, elle est testée chez les Français, elle est très largement majoritaire. Mais en réalité, ce qui nous a fait beaucoup de tort, c'est que depuis 1 mois et demi à peu près, on parle très peu du projet, on a parlé des affaires, on a parlé de problèmes de rivalité. Ça va recommencer la semaine prochaine, le 15 mars, pour la mise en examen. Ça, non, mais vous franchement, non, je rigole pas, parce que je souhaite à personne d'avoir le moins de problèmes, mais bon, le psychodrame a déjà eu lieu, donc on va pas nous le faire 2 fois quand même. Non, mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet maintenant, c'est de parler du projet. Et de dire aux Français, mais en fait, quand vous allez voter en avril-mai, vous allez voter sur des propositions pour changer le pays. Donc, est-ce que oui ou non, ces propositions vous agréent ? Qui les porte ? Voilà, donc à partir de là, il faut maintenant rentrer dans le débat réel, et pas les épiphénomènes. Donc, sincèrement, Roger Carucci, vous ne regrettez pas la décision de François Fillon de ne pas retirer sa candidature ? Moi, j'ai estimé qu'il était le seul à savoir s'il pouvait continuer la campagne, et si, naturellement, il se sentait investi du projet qu'il portait, qui a gagné au moment des primaires. À partir du moment où de lui-même il a dit oui, je peux, et où on a vu au Trocadéro la mobilisation, le problème de plan B, plan Z, plan je sais pas quoi, n'avait plus de sens, donc c'est normal. Alors François Baroin était juste derrière François Fillon à la tribune au Trocadéro dimanche dernier. Oui. Est-ce que c'est justement pour accréditer l'idée d'un ticket en cas de... Oui, voilà. Enfin on n'est pas aux États-Unis. Moi je vois bien les commentaires sur le ticket, il n'y a pas un président et un vice-président. Il y a un président qui, s'il est élu, désigne un Premier ministre. Nicolas Sarkozy, dans sa campagne des primaires, avait dit
François Baroin serait mon Premier ministre si je gagne la présidentielle. Est-ce que c'est ce que va sera dire le cas voilà. pour François Fillon? Beaucoup d'échos vont dans ce sens. Moi, je ne suis pas dans la confidence entre les deux. Je ne déjeune pas avec les deux pour savoir qui a dit quoi avec sa fourchette. Donc, on va attendre un tout petit peu, mais c'est vrai que ça va vers ça. C'est fort probable. Oh, il y a une probabilité que ça se fasse, mais il faut l'accord des deux. Et il faut que François Fillon, qui n'était pas sur cette ligne-là il y a un mois ou deux, il y avait d'autres noms qui circulaient. Le président du Sénat, le président du groupe du Sénat, d'autres encore. Donc, voilà, ça, c'est peut-être pas ça l'essentiel. Pour le moment, revenons sur le terrain. Très bien, merci Roger Carucci. Merci donc un ticket François Fillon, François Baroin, fort probable. Merci. Merci beaucoup Saveria. 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, placée aujourd'hui sous le signe du combat pour l'égalité salariale. Même si la situation des femmes s'est améliorée sur le marché du travail, les écarts de salaire demeurent toujours inexpliqués et les inégalités ne s'arrêtent pas là. Alors que proposent les candidats à la présidentielle pour y remédier? Tour d'horizon des propositions avec Mounir Soussi. Pour réduire les inégalités hommes-femmes, les candidats à la présidentielle ont chacun leur solution. Benoît Hamon souhaite la création d'un service public de la petite enfance, la mise en place d'une brigade anti-discrimination, l'augmentation des sanctions contre les entreprises qui ne pratiqueraient pas l'égalité salariale et le doublement des amendes pour les partis politiques en infraction avec la loi sur la parité. Pour mieux protéger les femmes, François Fillon propose d'accorder en priorité les logements sociaux aux femmes isolées et de faciliter le dépôt de plainte en cas de violence conjugale. Sur l'égalité au travail, il préconise de renforcer les contrôles des entreprises sans pour autant augmenter les sanctions. Pour le candidat des Républicains, les dérives islamistes représentent une menace envers les femmes. Il est sur ce point en accord avec Marine Le Pen qui place le danger de l'islam radical devant les questions d'égalité salariale. Jean-Luc Mélenchon défend la promotion de la parité en politique, dans l'administration, les syndicats et les associations. Emmanuel Macron s'engage, s'il est élu, à décréter l'égalité homme-femme grande cause nationale dès son entrée en fonction, durcir les amendes en cas d'harcèlement sexuel et instaurer une totale parité en politique et dans la haute fonction publique. Et on ouvre le second débat de Présidentielle 360 avec mes invités sur ce plateau. Corinne Bouchoux, bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts du Maine-et-Loire. Vous êtes vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Merci d'être avec nous. Joëlle Garriaud-Maylam est également avec nous ce soir. Vous êtes sénatrice LR. Vous représentez les Français établis hors de France et vous faites partie du mouvement des femmes avec Fillon. On va en parler dans un instant. Hélène Conway-Mouret, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste. Vous représentez également les Français établis hors de France, également vice-présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. Joëlle Garriaud-Maylam aussi, je le précise. Et puis Olga Trosianski, bonsoir. Vous êtes présidente du laboratoire de l'égalité, également membre de la délégation aux droits des femmes, cette fois du CESE. Merci à toutes les quatre. Corinne Bouchoux, on vient de voir un petit peu toutes les propositions des candidats à l'élection présidentielle pour faire avancer les droits des femmes. Et pourtant, on est en 2017, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a cette journée internationale des droits des femmes, mais aussi la campagne pour l'élection présidentielle, on se réveille un peu. Comment vous expliquez que finalement les choses n'avancent pas plus rapidement ? Mais écoutez, pourquoi ça n'avance pas plus rapidement? Je voudrais déjà signaler que les différentes avancées ont été réalisées grâce notamment au combat des féministes. Je pense que ce serait bien que le 8 mars, on donne acte à toutes ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour l'égalité sur divers plans. Alors pourquoi ça n'avance pas plus? Je crois qu'il faut qu'on soit assez sincère. Ça n'avance pas plus parce qu'il y a des résistances dans la société, si vous voulez. Donc à la fois, il y a des choses qui sont de l'intention de la part de certains, c'est idéologique pour certains, et puis pour d'autres, si vous voulez, il y a la question notamment cruciale de la répartition des tâches domestiques, qui, tant que vous ne la faites pas évoluer, va être un blocage ou en tout cas un frein à l'engagement plus important des femmes, notamment politiques. Mais je voulais juste dire quelque chose de très concret. Lorsque vous regardez, par exemple, qui est candidat à l'élection présidentielle, nous sommes encore, j'allais dire, dans un jeu extrêmement masculin. Lorsque vous regardez les départements, nous avions une journée formidable aujourd'hui sur les départements et le rôle crucial que jouent les départements. Le plateau, ce matin, était à 98% masculin. Donc il faut être sincère, les lois prévoient l'égalité. En réalité, nous sommes encore dans une république hyper masculine, même si de bonnes choses ont été votées, notamment la dernière loi sur l'égalité réelle. Ouais. Joëlle Garriaud-Maylam, c'est vrai qu'on parlait de ce problème de l'égalité, peut-être salariale, hein, on va parler de ça si vous voulez bien dans un premier temps. On sait qu'aujourd'hui, les femmes étaient invitées finalement à se mettre en grève à partir de 15h40. C'est l'heure à laquelle finalement, eh bien, elles n'ont plus le même salaire que les hommes pour le même travail. Quel regard portez-vous sur ce type d'initiative? Est-ce que ça peut réveiller les consciences, j'ai envie de dire?
Je ne sais pas si ça réveillera les consciences. Ça fait tellement longtemps qu'on essaie de porter cette question de l'égalité salariale qui est fondamentale. Alors nous avons fait des progrès. J'étais rapporteur, par exemple, de la loi Copé-Zimmermann qui permet de faire entrer davantage de femmes dans les conseils d'administration de manière à justement pouvoir encourager cette égalité salariale. Je précise quand même que Sénat et dans les assemblées parlementaires, l'égalité salariale est parfaite. C'est important de le souligner parce que nous devons aussi montrer l'exemple. Nous devons continuer à travailler sur cette question-là. D'ailleurs, François Fillon l'a bien dit, vous l'avez rappelé dans votre sujet, il a pris des engagements à ce sujet parce que c'est un objectif fondamental. Il y en a bien d'autres qui sont liés à cette journée de la femme. Nous avons beaucoup besoin de réfléchir à une meilleure autonomisation des femmes dans l'entreprise, des femmes dans la lutte et la protection contre le radicalisme. Nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis de ces femmes qui se battent. Nous devons nous battre contre le mariage des mineurs. Enfin, il y a énormément de sujets dans cette journée internationale des droits des femmes. Effectivement. Hélène Conway-Mouret, pardon. On disait, hein, il y a ces problèmes d'inégalité au départ au sein du foyer qui se répercutent jusque dans la vie professionnelle. C'est souvent un frein avec un essor du temps partiel féminin, avec cette conséquence hein, qu'il y a toujours 9,6%, ce sont les derniers chiffres, d'écart de salaire qui demeurent d'ailleurs inexpliqués pour un même travail. Oui, mais je crois que ma collègue l'a bien souligné. Il faudrait un changement culturel. C'est une attitude. On peut voter toutes les lois du monde à partir du moment qu'il y a le choix de ne pas les respecter, ce qui est le cas toujours des partis politiques. On voit quand même que malgré la loi sur la parité, il n'y a que 26% de femmes sénateurs. À droite et la même chose, je crois que d'ailleurs les députés sont moins nombreuses que nous. Et donc voilà, à partir du moment que les décideurs eux-mêmes ne s'appliquent pas cette égalité, enfin qu'ils n'y croient pas ou qu'ils n'en ont pas envie, eh bien on n'avancera pas. Donc, mais moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas tant les avancées, parce que je crois que de grandes avancées ont été réalisées, mais c'est de voir qu'on est à un moment de recul. Je sors du Quai d'Orsay où un grand nombre de femmes et d'hommes qui luttent justement pour l'égalité entre les sexes, venant de différents pays, montraient que les témoignages, notamment des Polonaises, des femmes russes, quelques Africaines, qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une avancée de l'égalité, mais dans un grand nombre de pays, de recul. Et donc, je crois que, en effet, le terme international est très important aujourd'hui. C'est la journée internationale du droit des femmes. On peut se réjouir parce que, en France, quand même, on n'est pas trop mal lotis, même si, en effet, on a des gros progrès à faire encore. Mais sincèrement, je crois que nous avons besoin de porter ces valeurs universelles auxquelles nous croyons. Et le serment de Paris est aussi, pour ce 8 mars, la possibilité de montrer que nous avons des valeurs à défendre, qu'elles sont universelles, mais qu'aujourd'hui, elles ont besoin d'être combattues, enfin, pas combattues, pas les valeurs, mais que nous devons nous battre pour les appliquer. Olga Trosianski, pourtant, on disait, hein, il y a quand même des stéréotypes qui sont ancrés très tôt chez les petites filles, hein, certaines choses qu'on leur inculque plus ou moins inconsciemment, peut-être. Ça explique par la suite, justement, peut-être ce sentiment à la fois d'infériorité intellectuelle par rapport aux hommes, le fait qu'on accepte justement d'être moins bien payé, etc. Les stéréotypes, c'est à la fois un sujet de garçons et de filles. C'est vraiment très très important de l'avoir en tête. Au laboratoire de l'égalité, ce qui nous intéresse depuis 6 ans, c'est justement en France de construire cette culture de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on voudrait que cette culture soit durable. Vous parliez tout à l'heure des écarts de salaire. Ils sont importants et ils sont expliqués. Ils sont expliqués, ils ne sont pas inexpliqués. On sait très bien que pour un tiers, ça concerne le temps partiel. Le temps partiel, ça veut dire que quand une femme, par exemple, ne travaille pas le mercredi, c'est 20% de salaire en moins. Ça a des répercussions très importantes sur les retraites. Le deuxième sujet, pour un tiers, c'est parce que les métiers ne sont pas il n'y a pas de mixité des métiers. Il y a des métiers qui sont très soit masculins, soit très féminins. Tous les métiers du care sont très féminisés et que ces femmes gagnent beaucoup moins d'argent.
d'argent. Donc c'est un sujet. Et puis après, il y a un troisième tiers, c'est les 9, 8, 10% dont vous parliez, des entreprises qui ont cette responsabilité. Et ce qui est très important, c'est que les entreprises s'engagent dans cette responsabilité, à la fois des 10%, mais aussi du temps partiel, parce qu'on ne les entend pas parler du temps partiel. Elles ont une responsabilité, elles aussi. Et puis, qu'on s'engage au niveau des entreprises sur la mixité des métiers. Et effectivement... Puisqu'on le voit en même temps que vous êtes en train de parler, cette campagne que vous lancez justement, le laboratoire pour l'égalité. Et le travail qu'on a fait aussi sur les femmes valent-elles moins cher que les hommes de Annie Battle. Et je pense que c'est vraiment ces trois éléments qu'il faut bien avoir en tête, et on a les ingrédients pour décider. Et au laboratoire de l'égalité, on est en train d'interpeller les candidats à la présidentielle de manière à ce qu'ils signent notre pacte pour l'égalité. On a un certain nombre de propositions, et notamment sur l'égalité salariale. Et on a pu voir tout à l'heure, dans les propositions qui sont faites par les candidats, on ne voit pas grand-chose sur les inégalités salariales. Il faut qu'il y ait que ça soit une grande cause mobilisation. nationale, c'est une des propositions d'Emmanuel Macron, par exemple. Moi, les grandes causes nationales sur un an, moi je dis qu'il faut une mobilisation très importante, et que les syndicats, les organisations syndicales et patronales travaillent avec les entreprises, avec le gouvernement, avec les associations, pour effectivement qu'on avance et qu'on débouche sur des objectifs chiffrés. Les femmes comptent quand on compte. Quand on ne compte pas, les femmes ne comptent pas. Donc il est vraiment très important qu'on s'engage sur cette mobilisation générale sur les sujets d'inégalité de salaire. Corinne Bouchoux, alors on sait qu'ici au Sénat, il y a cette proposition de loi portée par la sénatrice Chantal Joanneau et d'autres signataires dont vous faites partie, qui vise à faire rentrer cette égalité sans distinction de sexe dans la Constitution. Ça vous paraît une mesure qui permettrait, on le disait, de faire avancer les choses notamment ? Écoutez, je voulais signaler que c'est une proposition de loi portée par des élus de toutes les familles politiques, effectivement, et on a travaillé avec Chantal Joanneau. L'idée étant ensuite que dans toutes les familles politique, chacun et chacune essaye de porter ce débat. Moi, je pense qu'il est important, on va dire, de sortir de tendre vers, essayer d'atteindre, parce qu'on est là dans de l'incantation et d'un objectif lointain. Je pense qu'il faut qu'on change le cap, qu'on pose un débat au niveau de la Constitution. Et je pense que les plus jeunes générations, si vous voulez, eux connaissent la mixité depuis la crèche. Alors c'est vrai qu'il y a la question très importante des stéréotypes qui concernent les filles et les garçons. Néanmoins, moi, je vais vous dire qu'il y a une solution qui me semble quelque chose qui irait dans le bon sens, mais je suis très minoritaire dans la Haute Assemblée. Je pense que si on limitait à 2 mandats dans le temps les mandats qu'on peut faire en politique, on aurait un renouvellement si on rendait la mixité beaucoup plus contraignante, parce qu'on n'est pas à la parité, on n'est même pas à la mixité, 1/4, c'est très insuffisant. Moi, je pense que les choses bougeraient. Donc moi, je fais confiance dans la jeunesse, et je pense qu'il y a une aspiration de l'égalité, et donc je suis plutôt confiante sur ce qu'attendent les jeunes. Néanmoins, là où je pense qu'il y a un vrai souci, et ça a été dit, c'est sur l'inertie, tant, on va dire, de la direction de tous les grands partis politiques qui préfèrent, payer des pénalités ou renoncer à des finances publiques plutôt que de présenter des femmes dans des circonscriptions où elles seront éligibles. Donc moi là, je pense qu'il faut sortir d'une grande hypocrisie, et tout se joue au niveau des investitures. Donc oui, le salaire, c'est tous les jours, mais en politique, c'est la question clé des investitures qui verrouille tout. Et sur la proposition de loi, donc nous sur allons la défendre. Voilà, nous allons la défendre. Est-ce que ça changerait ensemble finalement, Corinne Bouchoux? Écoutez, ça change aussi, tout. on est dans l'incantatoire, dans le symbolique, c'est dans la Constitution. Tendre vers, si vous voulez, tendre vers, c'est un idéal qu'on a fixé, qui a été fixé dans un premier temps par la gauche, qui en 2008 a été repris par la droite, et c'est sympathique. Donc on a fixé un cap. Maintenant, on voit que le cap, il s'éloigne au fur et à mesure qu'on prétend s'en rapprocher. Donc maintenant, il faut avancer, en dire que c'est dans la Constitution, et notamment l'avantage que ça présenterait, c'est qu'en cas de recours, par exemple de QPC, eh bien à ce moment-là, on serait confronté, si vous voulez, à nos propres contradictions. Donc si vous voulez mettre quelque chose avec une portée constitutionnelle, c'est simplement reconnaître que c'est extrêmement important. Donc c'est pas que de l'ordre du symbolique, j'allais dire, c'est poser quelque chose dans la hiérarchie des normes. Au contraire, Hélène Connemouret, vous pensez qu'il ne faut pas forcément passer par une loi pour faire avancer les choses, c'est ça ? Oui, absolument. Moi, je crois fondamentalement à l'éducation et au rôle de l'éducation, notamment pour les petites filles. Je crois qu'il faut d'abord changer les mentalités, et que les petites filles aient confiance en elles,
et que les femmes, qu'elles deviennent ensuite, n'aient pas peur justement de s'imposer. Il y a beaucoup d'autocensure chez les femmes. Certes, dans les entreprises, peut-être qu'en effet, la hiérarchie fait qu'elles ne peuvent pas aspirer aux postes les plus importants. Quoique, il y a aussi un élément qui est très important, c'est la maternité, qui fait qu'à un moment de la vie où les promotions ont lieu, les femmes ne sont pas forcément disponibles ou ne sont pas en place. Mais je crois qu'elles ont besoin aussi de croire en elles et de se battre pour les investitures, de s'imposer. Je crois que les hommes ne se posent pas de questions, ou en tout cas moins que les femmes, à savoir s'ils ont les compétences requises. Alors que la femme aura une retenue naturelle de se dire est-ce que je suis prête, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je suis la mieux placée. Les hommes ne se posent pas ces questions-là. Donc je crois que aussi, nous, en tant que femmes, nous devons avoir peut-être plus de confiance en nous et nous imposer aussi plus fortement. Oui. Et cela passe aussi par l'éducation et en effet, à un moment important de la vie, parler de choses importantes telles les stéréotypes, le genre et ainsi de suite. Joëlle Garriaud-Maylam, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse sur justement cet aspect des compétences entre les hommes et les femmes? Ça, c'est quelque chose aussi qui est intériorisé dès le plus jeune âge? Oui, c'est évident. Enfin, nous le disons depuis des années qu'il faut changer le regard des femmes sur elles-mêmes par l'éducation. Enfin, cela fait 25 ans que j'entends cela, que je le répète moi-même à l'envi. Mais comment faire? Effectivement, c'est l'éducation. Je crois aussi qu'il faut que nous fassions extrêmement attention à cette dévalorisation des femmes qui a parfois lieu par le biais de certains hommes qui disent, et c'est le cas en politique, « Ah, mais on ne trouve pas de femmes ». Qu'est-ce qu'on entend souvent cela? Et ça, c'est absolument insupportable, parce qu'il y a des tas de femmes qui sont extrêmement compétentes, mais ce ne sont pas souvent celles-là qu'on va chercher. On va plutôt chercher... Alors justement, le candidat que vous soutenez, François Fillon, dans vue des législatives, est-ce qu'il va garantir la parité? Est-ce que vous savez déjà où est-ce qu'on en est? Écoutez, garantir la parité, c'est aussi difficile, parce qu'effectivement, il y a ce problème de renouvellement. C'est vrai que beaucoup d'élus, comme le dit Corinne Bouchot, ont tendance à se renouveler et à multiplier les mandats dans le temps. Je suis moi-même, je l'ai écrit dans différentes publications, pour un cumul des mandats dans le temps limité à 2 ou 3 mandats, suivant le type de mandat, bien évidemment, suivant la longueur de chaque mandat. Ça, c'est indispensable. C'est très, très difficile de dire à un vieux monsieur qu'il serait peut-être temps qu'il prenne sa retraite. Et pourtant, il faut avoir le courage de le faire, de le dire, de manière à permettre à d'autres jeunes, et en particulier des jeunes femmes, d'arriver à la politique. Et il faut aussi encourager les talents et les compétences. Parce qu'il n'y a rien de pire pour les femmes que cette suspicion d'être entrée parce que l'une était la petite amie de l'autre ou la belle-sœur de l'autre ou d'un élu. Il faut vraiment choisir les personnes sur les compétences. Et à partir du moment où on choisira ces personnes pour les compétences, je crois que vraiment le problème de la parité ne se posera pas parce qu'elles feront la preuve justement de leurs compétences, de tout ce qu'elles apportent. Mais on le voit dans toutes les sociétés, dans les entreprises par exemple, à partir de cette loi sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Tout le monde nous disait, on ne trouvera pas de femmes pour ces conseils d'administration, ça va faire chuter les revenus de l'entreprise. Et on a vu qu'au contraire, plus on a des femmes dans les conseils d'administration, plus les résultats de l'entreprise progressent, parce qu'elles travaillent mieux, plus efficacement. Et donc ça, c'est un signal extrêmement fort et nous avons besoin de multiplier ce type de signaux. Ouais. Olga Transarski, on le disait, les campagnes électorales sont souvent des périodes très utiles pour faire un petit peu bouger les choses. Vous-même, vous le disiez, vous interpellez les candidats à l'élection présidentielle. Il faut qu'il y ait de l'exemplarité en politique. Ça passe aussi par là, la lutte contre les inégalités entre les sexes. Écoutez, moi je crois vraiment que ce qui est essentiel, c'est qu'on construit cette culture de l'égalité. Elle est encore à construire aujourd'hui, elle n'est pas du tout présente. Ça ne concerne pas simplement les femmes. Je crois que les sujets d'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas des sujets de bonnes femmes, c'est des sujets de société. Et ce qui me semble très important, c'est que ça soit porté avec des hommes et des femmes et pour des hommes et des femmes. Je crois que c'est essentiel. Et tout à l'heure, vous disiez que les sujets de l'éducation à l'égalité étaient prioritaires. Il y a eu des tentatives avec les ABCD de l'égalité. Il y a eu donc maintenant des formations au niveau des enseignants. Moi, je suis convaincue
qu'il est absolument prioritaire de travailler de la crèche à l'université et que cette formation et cette information, il faut prendre du temps sur le sujet. Il y a un problème de méthode et il faut construire avec les enfants et pour les enfants, les filles et les garçons, avec les parents et qu'ils soient acteurs et actrices et avec l'ensemble de ceux qui sont en lien avec les enfants, les professeurs, les animateurs, etc. Et donc cette construction d'une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes durable, il faut effectivement que ça soit partagé par les candidats à la présidentielle. Et pour l'instant, je ne le vois pas. Et donc l'ensemble des discussions qu'on va avoir à partir de la mi-mars avec les candidats à la présidentielle, avec l'ensemble des candidats qui sont représentés aujourd'hui, eh bien, j'espère, vont contribuer à faire avancer cette culture de l'égalité qui, sur un certain nombre de points, je pense, n'est pas encore complètement aboutie en termes de réflexion. Eh bien, merci. Merci à toutes les quatre d'avoir participé à ce débat. On le voit, il faut continuer à se mobiliser pour faire avancer nos revendications. Merci mesdames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, votre émission On va plus loin, présentée ce soir par Perrine Tarnot. Bonne soirée, à demain, 18h.